être un instrument d'ajustement, c'est-à-dire que le taux de change va se déprécier. Et s'il se déprécie, c'est-à-dire qu'on va mettre plus de poids sur les individus, sur les personnes, sur la population, pour faire cet ajustement, au lieu que le poids tombe sur l'État à travers les avoirs de réserve, donc le patrimoine de la collectivité, à travers l'endettement extérieur, qui sont d'ailleurs liés. Donc maintenant, est-ce que finalement, c'est-à-dire cet ajustement qu'on va, je dirais, opérer, est-ce qu'il est faisable, vu par exemple la situation actuelle? C'est-à-dire qu'on a tellement une pression, et avec l'augmentation des prix, etc. Et il apparaît que je dirais, jouer sur ce facteur, ça va être un peu douloureux et un peu difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire que pour qu'un instrument puisse jouer, il faut que cet instrument puisse être capable de jouer ce rôle. Mais maintenant que je dirais qu'il y a un problème social et qu'une partie de la population est incapable ou serait incapable de supporter ce poids, donc c'est ça finalement, je dirais, l'une des principales raisons. Quand on parle ajustement, pour nous, dans le cadre de notre profil d'ouverture extérieure, c'est qu'on joue plus sur les importations que sur les exportations. Parce que les exportations représentent à peu près 50% des importations. Donc l'idée, c'est qu'on puisse réduire nos importations plus que d'augmenter les exportations. Or, la réduction des importations à travers cet ajustement bute justement sur cet effet que je viens de décrire, notamment une augmentation des prix, plus une perte de pouvoir d'achat, et la question de est-ce que, ou le risque que cette pression sur le pouvoir d'achat, notamment de certains segments de la population, puisse déboucher, je dirais, sur des impacts un peu négatifs. Si on suit la littérature économique, c'est qu'il faut faire cette réforme dans un cadre, je dirais, où le marché de change est en équilibre, il n'y a pas de pression sur le marché d'échange, pour que la réforme ne bascule pas vers, je dirais, une chute de marché, c'est-à-dire une baisse continuelle du taux de change. Donc cette baisse continuelle du taux de change va finalement, je dirais, déparamétrer la monnaie. Parce que quand il y a une pression dans un seul sens, la monnaie va perdre sa réserve de valeur. Et donc, finalement, ça risque d'engendrer un phénomène de fuite devant la monnaie, etc. Et d'autres, je dirais, phénomènes négatifs. Et par conséquent, le taux de change risque de ne pas jouer son rôle vraiment de facteur d'ajustement. Parce que dans l'équation, il y a la question que je viens de décrire des prix, et donc de pouvoir d'achat, mais il y a la question de la valeur de la monnaie nationale. Et aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a une monnaie forte, un dirham fort parce que sa valeur interne est stable, et sa valeur externe est stable également. Et ces deux éléments, ces deux facteurs-là jouent au niveau du marché financier et marché des capitaux. Parce que le marché des financiers, l'État, quand elle emprunte à un taux d'intérêt faible parce que les opérateurs savent qu'il n'y a pas de risque inflationniste. Ça joue pour le marché des capitaux d'une manière générale. Donc c'est un élément extrêmement important. Par rapport au timing, je pense qu'il faut peut-être attendre que justement cette pression sur les prix, ce marasme un peu social, qu'il faut que peut-être les réformes qui sont envisagées dans le cadre du nouveau modèle de développement soient mises en place pour que peut-être la réforme puisse être mise en place et puisse passer, aboutir et réussir. Convertible d'une manière désordonnée, ça veut dire qu'il est déjà convertible. Convertible, ça veut dire qu'aujourd'hui, les restrictions qu'on met pour la conversion du dirham, notamment pour les investissements à l'étranger des entreprises marocaines au-delà de certains seuils, et également pour l'acquisition de biens immeubles par les résidents essentiellement, et puis pour les placements financiers, sont des opérations minoritaires par nature. C'est-à-dire que même si on libéralise ces opérations, il n'y aura pas d'impact
Je donne un exemple, c'est quand on prend par exemple les investissements à l'étranger des entreprises, c'est d'abord limité au niveau mondial, puisque même aux États-Unis, même en Allemagne, ça ne dépasse pas 2% du PIB. Et puis pour le cas du Maroc, le niveau dans lequel on est aujourd'hui, c'est que même, c'est-à-dire on n'a pas des entreprises, vu leur taille, vu leur envergure, vu leur profil, vu le niveau d'exportation qu'ils réalisent aujourd'hui. La question de désordonner sur deux plans. Le premier plan, c'est que là, je dirais que c'est que finalement, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a libéralisé des opérations importantes et que on maintient quelques restrictions sur des opérations, je dirais, très mineures et très... Je donne un exemple, une personne physique, vous et moi, vous êtes en mesure, à travers le cadre maintenant existant, vous pouvez acheter un bien de luxe, un yacht ou une grosse voiture, etc. Donc vous pouvez puiser dans les avoirs de réserve pour acheter ce bien, je dirais, très cher. Mais vous ne pouvez pas effectuer un voyage au-delà de 100 000 dirhams, par exemple. Donc ça n'a aucun sens. La même chose pour acquérir un bien immeuble, par exemple. Donc, vu que c'est un phénomène minoritaire, vu que c'est limité par des lois de la nature, et vu qu'on a déjà, je dirais, libéralisé la conversion du dirham en devise pour des opérations plus importantes largement, donc c'est quelque chose. La même chose, on peut la dire on peut la soulever pour les entreprises, c'est-à-dire les entreprises, les différentes entreprises, c'est-à-dire ils peuvent investir à l'étranger dans la limite, par exemple, de 200 millions de dirhams, mais en même temps, ces entreprises, s'ils veulent faire un voyage professionnel pour négocier des contrats d'acquisition de biens immeubles, ils sont face à des contraintes corrélées à la fiscalité, etc., etc. Et donc, la même chose pour les institutions financières, c'est-à-dire, par exemple, on leur donne la possibilité, par exemple, les banques, de constituer des avoirs et faire des placements dans la limite de leur position de change, et en même temps, on met des restrictions. Donc, tout cela fait qu'il y a que ce qui reste à libéraliser, ce qu'on essaie de protéger, c'est des opérations vraiment minoritaires.